Salut à tous et je vous retrouve pour la suite de la série de vidéos sur l'API avec Adonis.js. Alors aujourd'hui je vous propose donc d'aborder la sixième partie en vous parlant d'une authentification alternative au JWT. Hein. Donc cette vidéo est une vraie alternative aux parties du coup 4 et 5, donc JWT et Refresh Token, avec une solution qui est beaucoup plus simple à mettre en place et qui consiste donc à mettre en place des tokens OAT. Alors, je vais vous faire d'abord la traduction littérale ici de ce petit pavé là, où on vous explique tout ici en anglais. Alors, donc les jetons d'accès servent à authentifier les requêtes HTTP dans des contextes d'API où le serveur ne peut pas conserver de cookies sur l'appareil de l'utilisateur final. C'est effectivement notre cas, notamment quand on est en train de faire des applications full stack. Par exemple, lorsqu'un tiers accède à une API ou lorsqu'une application mobile s'authentifie. Et là, on parle bien d'applications mobiles. Hein. Effectivement, les tokens OAT sont très utilisés dans le domaine des applications mobiles. Les jetons d'accès peuvent être générés dans n'importe quel format. Par exemple, soit un jeton qui suit la norme JWT, appelé aussi jetons d'accès JWT, et des jetons dans un format propriétaire qui sont appelés des jetons d'accès opaques. Adonis.js utilise des jetons accès opaques qui sont structurés et stockés de la manière suivante que je vais vous détailler juste après dans un second temps. D'abord, donc ici, je vous présente un petit schéma de ce qui va globalement se passer d'un point de vue théorique. Donc ici, hein, on ne va pas générer un token JWT, mais bien un token OAT, qui est une alternative au JWT. Attention, ce n'est pas quelque chose qui doit s'apparenter au refresh token. Hein, ça n'a rien à voir. Le refresh token, c'est une sécurité supplémentaire que vous ajoutez sur le JWT. Là, vous partez sur une solution vraiment complète avec donc votre projet Adonis qui va générer un token OAT. Alors, pareil, hein, donc si vous avez déjà vu les schémas que j'ai fait sur la vidéo des tokens JWT, donc vous retrouverez le même schéma avec des explications ici qui sont un petit peu différentes. Donc d'abord ici on a toujours notre application React qui va se charger au niveau du navigateur. Ensuite dans un deuxième temps votre application React va envoyer les informations du login à une route donc de votre projet Adonis, la route login. Et là, à partir de là, vous allez avoir deux actions qui vont se faire quasi automatiquement. La première, c'est la création d'un token OAT en base de données. Donc en fait, hein, on aura une table qui accueillera finalement tous ces tokens OAT qui sont présentés d'ailleurs dans la doc. Hein, ici, si je descends un peu plus bas, on verra tout à l'heure. Mais là, voilà, vous avez cette table qui s'appelle Auth Access Token, et qui va donc stocker ici non seulement le tokenable ID, c'est-à-dire l'ID de l'utilisateur, suivi des abilities, d'un nom, d'un type et du fameux hash qu'on va stocker dans la base de données qui sera notre fameux token OAT. La valeur en tout cas de ce token. Donc ici, on aura cette table hein, qui va, à chaque fois qu'on va vouloir, en fin de compte, se loguer ou se connecter, on va créer ce token OAT qu'on va stocker dans la base de données, dans cette table. Ce qui veut dire que, d'une part, ce token sera envoyé au client sur le login. Et à tout moment, on pourra donc du coup supprimer ces tokens dans cette table-là pour révoquer tout simplement les authentifications et autorisations. Donc, il est à noter également que en procédant de cette manière-là, vous avez un contrôle complet côté back-end sur la révocation des tokens. Donc, si vous supprimez ces tokens en base, les clients qui se connectent en utilisant ces tokens n'auront plus l'autorisation d'accéder aux données. On pourra bien sûr y mettre des autorisations, des permissions spécifiques hein, sur ces tokens et on pourra évidemment y mettre une date
une date, enfin une durée de validation, hein. Tout comme les refresh tokens en fin de compte. Ensuite, donc l'application React, en recevant ce token OAT, va le stocker dans un local storage, dans le state ou dans les cookies du projet React, donc dans la partie front-end. Et de la même manière, en étape 4, hein, donc à chaque fois qu'on voudra accès à une information, modifier une information sensible, on enverra une requête en fournissant bien sûr dans les headers de notre requête HTTP une clé autorisation qui contient bearer suivi de la valeur du token OAT, et on aura donc côté backend un petit middleware qui nous donnera ou non l'accès à la ressource si le token est valide, hein, donc c'est-à-dire s'il est bien stocké ici dans cette table-là et si sa valeur est conforme, qu'elle nous donne l'accès à la ressource. Alors ici, je vous ai dressé également en parallèle un exemple de génération de ce fameux token OAT pour que vous voyez un petit peu mieux de quoi il en retourne. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est les différentes étapes. Alors, première étape, génération d'un jeton aléatoire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va générer ce token OAT? On va générer en fin de compte un hash aléatoire, hein, ici, randomisé, sur 32 caractères. Ensuite, à la fin, on appliquera donc un algorithme de CRC32, c'est-à-dire un checksum, à la fin de ce token pour le considérer comme étant valide. À partir de là, on va calculer un hash sécurisé de ce jeton pour éviter de le stocker directement en clair. Donc on calculera par exemple avec un algorithme SHA-256 qui est un algorithme de hachage sécurisé. Donc une valeur qui sera déduite de cet algorithme de hachage et qui sera calculée à partir donc de cette valeur brute ici qui a été déterminée. Ensuite, on applique par-dessus ce hash un encodage en base 64. Et après, on lui rajoute simplement un petit préfixe, hein. Donc ici, on va avoir par exemple OAT suivi d'un underscore et suivi de la valeur donc du coup de cet encodage en base 64. Voilà. Et donc là, on a effectivement le fameux token OAT. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, je vous propose qu'on passe tout simplement à la partie pratique. Donc là, vous avez donc ici dans la partie introduction une petite commande que vous pouvez exécuter. Voilà. Donc là, ici, hein, si vous êtes parti d'un projet vierge, vous avez la possibilité ici d'avoir les 3 commandes qui vous permettent soit d'activer un guard access token, soit un guard session si vous utilisez les cookies, ou soit un guard basic auth, mais bon, celui-là, on évitera de l'utiliser. Donc moi, je vais utiliser ici le guard access token que je vais tout de suite installer à ce niveau-là. Donc, hop, hop. Donc là, vous faites true, hein, même si vous l'avez déjà installé, c'est pas bien grave. Et donc là, à partir de là, vous avez votre config qui est modifiée. Donc ici, la config haute, voilà. Hop. Alors, on voit que moi, dans mon cas, elle n'a pas vraiment été modifiée comme je m'y attendais. Donc, c'est pas grave, on va modifier ça tout de suite. Donc, si on descend un petit peu plus bas, ici, on a la création de la user table. Ouais, donc ça, c'est bon. On va aller dans la partie access token. Donc là, on va modifier déjà notre user model. Donc là, on va le personnaliser avec ça. Voilà, pour que justement notre modèle user ait accès donc ici, hop, aux access tokens. Donc là, j'ai pas eu forcément besoin de faire l'import, mais si jamais c'est nécessaire, ici, vous pouvez le faire. Ensuite, on va se rendre... Alors ici, si je descends un petit peu plus bas dans la doc, hein, on a la possibilité même de personnaliser éventuellement ici certaines choses, comme par exemple ici le nom de la table qui contient les tokens, le préfixe utilisé,
la date d'expiration. On peut dire ici, voilà, il expire au bout de 30 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le type, donc ici auth token, et la valeur de la secret token. Donc là, ici, hein, si vous utilisez toutes les valeurs par défaut, donc là, ici, elles sont mises en violette. Hein, donc là, moi, je vais partir tout simplement là-dessus. Mais si vous avez besoin de repersonnaliser derrière, vous pouvez. Ensuite, ici, si je descends dans mes migrations, je vais avoir donc ici la migration qui a été rajoutée pour ajouter la fameuse table Auth Access Token. Donc là, on voit que j'ai rien eu à faire. C'est en utilisant la commande que j'ai utilisée précédemment, là, qui me l'a fait de façon automatique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été modifiées entre-temps? A priori, je dirais que non. Ah si, là, il m'a rajouté également une migration pour la table user. Celle-là, je ne la souhaite pas. Vérifiez bien ici, hein, si j'ai déjà la création de la table user, ici, celle-ci, cette migration-là, vous devrez donc du coup la supprimer manuellement à la main parce que vous n'aurez pas besoin de créer 2 fois la table user. Hein. C'est très important de ne garder qu'une seule migration de la création de la table user. Et voilà globalement. Donc à partir de là, si je continue un petit peu sur la doc, on m'explique que bon, il faut que je lance bien sûr la migration. Donc ça, on peut le faire tout de suite. On va se faire un petit coup de npm run node ace migration .run. Voilà. Alors là, j'ai une petite erreur. Pourquoi j'ai une petite erreur? Relation auth access token already exist. Probablement que je l'ai déjà fait. Alors attendez voir si je descends un petit peu. Bon, moi c'est normal, vous aurez sans doute pas l'erreur. Moi elle existe déjà la table. À la rigueur, je vais la supprimer et je vais reforcer la création ici. Voilà. Et là dans ces cas-là, voilà, ça passe. Encore une fois, hein, ça, normalement, vous l'aurez pas, donc vous inquiétez pas pour ça. Ok, donc à partir de là, si je descends un petit peu plus bas, donc là, on m'explique comment il faut que je fasse la suite. Ok, ok. Voilà, la partie config. La partie config, donc là, elle est accessible un petit peu plus bas. On va la modifier tout de suite. Donc là, vous mettez ici, vous prenez directement toute cette partie-là. Hein, et ça, vous allez le copier-coller directement dans votre auth config. Donc ici, hop, en remplacement de tout ça. Donc tous les imports que j'ai là, on s'en occupe pas. On va supprimer tout ça. Voilà, cette partie-là, on va se l'importer puisqu'on en a besoin. Je supprime simplement ici les espaces et les petites choses à faire. Voilà. Là, encore une fois, hein, si jamais vous n'avez pas modifié ici cette partie-là, en tout cas si ça, vous le mettez en commentaire, là, vous avez une petite erreur, hein, ce qui est tout à fait normal à ce niveau-là. Donc, pas oublier de modifier le modèle, puis la config. Et là, normalement, je ne devrais pas avoir d'erreur. Et ensuite, donc, à partir de ça, on va modifier donc ici les petits contrôleurs. Alors, déjà, on va aller dans notre fichier de route, ici. Au niveau des routes, ce que vous allez avoir besoin, c'est donc de tout ça. Alors, register ici, ça ne change pas. La partie login, ça ne change pas non plus. Là, pour le coup, vous aurez la possibilité également de rajouter une partie logout, puisque du coup, le token, on peut directement le révoquer dans la base de données. Donc là, on va se rajouter une route logout et une route MI pour pouvoir
hop, vérifier donc qu'on a bien accès à nos informations de profil. Au niveau de notre contrôleur hôte, alors ici, moi, je vais tout supprimer et je vais repartir de 0. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, ici, on va tout recommencer de 0. Donc, la première partie, ici, je vais avoir une partie register. Donc, pour la partie register, je vais faire exactement comme ce que j'ai fait dans la partie... comme ce que j'ai fait finalement dans la partie... JWT. Je vais créer donc ici un contrôleur, enfin une méthode de contrôleur register. Ici, je vais donc valider toutes les données qui proviennent de ma requête HTTP. On va créer le user en base de données et on va considérer que sur le register, on aimerait bien que le login se fasse en même temps. Donc là, hein, vous allez simplement utiliser user.accessToken. Donc accessToken, c'est le truc qu'on avait rajouté ici, là. Voilà, le static accessToken. Et sur ce accessToken, on peut utiliser la méthode create ici, qui nous permet donc tout simplement de créer un token pour un utilisateur donné. Ici, on lui fournit les abilities. Donc, si vous mettez l'étoile ici, ça veut dire tout simplement que vous lui donnez toutes les autorisations. Et là, bah, vous pouvez ici lui donner une date d'expiration. Alors, si vous ne lui donnez pas de valeur, évidemment, il va utiliser la valeur par défaut qui est présente dans la... alors, je ne sais plus si c'était dans la config ou dans le modèle. Oui, c'était dans le modèle, pardon. Donc là, si on remonte, hein, tac, 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 tac. Donc, c'était à ce niveau... Alors, attendez... À quel niveau ça se situait? J'y étais tout à l'heure. C'était tout au début de la doc. Voilà, ici. Donc là, expire ins 30 days. Donc là, si on lui précise en fait ce paramètre-là au niveau du access token, on utilisera donc du coup ici une durée qui sera automatique pour l'ensemble de nos access tokens. Sinon, vous pouvez ici donc le définir directement à ce niveau-là. Donc par exemple, vous pouvez très bien ici mettre 30 jours par exemple. À partir de là, alors là, je vais déjà supprimer les imports qui sont inutiles et on va continuer. Donc là, pour la partie login, alors pour info, hein, ça là, cette partie-là que j'ai faite ici, vous la retrouvez dans la doc un tout petit peu plus bas. Donc là, si on descend là, hein, vous l'avez là, à ce niveau-là. Voilà. Alors, à noter hein, que quand ici, on fait un return du token, donc un return de cette méthode create, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici. Donc, c'est une méthode beaucoup plus simple et rapide pour accéder à la valeur du token. Voilà. Bon là après hein, dans la documentation il parle des token abilities. Cette partie-là c'est pas forcément une partie que j'ai envie d'aborder. Je vais essayer de rester le plus simple possible, mais si jamais cette partie vous intéresse, hein, c'est la personnalisation en fin de compte des contrôles d'accès. Alors je vais vous rajouter également donc la méthode de login. Donc la méthode de login, hein, ça va pas changer énormément de choses. La seule chose que ça va changer, c'est qu'ici, on va utiliser le login validator qu'on s'était défini préalablement. Donc, le validator, il est ici, hein, bien évidemment. Donc, vous avez ici un register validator qui va valider que l'email reste unique et que le password fait minimum 8 caractères. Pour le login, on va simplement vérifier que l'email est bien un email et que le password fait bien 8 caractères minimum. Et donc, une fois qu'on a vérifié ici les credentials, c'est-à-dire les droits, on crée notre token ici qu'on retourne
directement à ce niveau-là. Et là, encore une fois, vous pouvez personnaliser sa durée. En ce qui concerne le logout, vous aurez quasiment la même chose. À savoir que ici, au niveau du logout, on va donc ici vérifier que l'utilisateur ici est connecté. Alors pour cela, au niveau de notre fichier de route ici, on utilise middleware.auth pour d'abord s'authentifier. Une fois qu'on est authentifié, ici dans le paramètre hôte, vous allez récupérer donc le user connecté. Et donc là, vous allez pouvoir donc du coup utiliser la méthode user.accesstoken.delete. Vous lui spécifiez le user que vous avez récupéré de votre authentification. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc du coup supprimer tout simplement ici l'identifiant la ligne qui contient l'identifiant du token d'accès courant. Et donc là, vous retournez simplement ici un message de succès. Enfin, la dernière méthode qui permet de visualiser le profil, la méthode me, qui utilise également ici au niveau de la route le middleware auth, va nous permettre ici de vérifier d'abord qu'on est bien authentifié et nous retourner donc les informations de l'utilisateur si on est bien connecté. On peut rajouter également la petite documentation qui s'affaire à tout ça. Donc là, ici, on utilise le register validator qui nous renverra donc soit une 201, soit une 422, soit une 500. Dans le cas de la 201, il nous renverra donc le token, type bearer et avec éventuellement donc la date d'expiration de ce token. Pour la méthode de login, ce sera quasi identique. Ici, on renverra juste à la place un 200 ou un 422 s'il y a un problème au niveau de la validation des données. Un 400 si jamais les identifiants sont invalides et une erreur 500 si jamais il y a une erreur serveur. Dans le cadre du logout, on aura simplement en retour donc ici un 200 avec un message de succès ou une 401 ou une 500. Donc ça, c'est dans le cas où du coup, on n'a pas l'autorisation. Hein, si jamais le middleware, on va dire, n'a pas réussi à nous identifier avec le token OAT, dans ces cas-là, il n'accédera même pas à cette route-là. Il nous renverra tout simplement ici une erreur 401 non autorisée, accès non autorisé. Ou sinon, dans l'autre cas, bien sûr, une erreur 500. Et pour ce qui est donc de la route MI, pour accéder aux informations du profil, vous aurez donc ici une 200 avec donc un JSON qui contient le user et qui contient la structure d'un user, ou alors une 401, ou alors une 500. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez votre identification, votre authentification avec le token OAT. Je vous propose maintenant de finir cette petite vidéo par une petite démonstration de ce que ça donne. Alors ici, je vais ouvrir d'abord ici ma petite base de données. Voilà, avec la table Auth Access Token. Inutile bien sûr de le dire, mais enfin inutile. Inutile de vous le préciser normalement si vous avez bien compris ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais sachez que la table JWT Refresh Token ici ne vous sert à rien, hein, bien évidemment. Ça, normalement, hop, j'en ai pas besoin ici. Hein. Ça, j'en ai pas besoin. Et de la même façon, cette migration ici avec les JWT Refresh Token, ça, c'est pareil. Hein, j'en ai pas besoin non plus. Hein. Normalement, vous devriez juste avoir ça, hein, pour le coup. Voilà. Donc là, ici, j'ai donc ma table Auth Access Token avec l'ID, le tokenable ID, le type, le name, le hash, les abilities, le created at, le expires at et le last use at, hein, pour savoir quand est-ce qu'il a été utilisé pour la dernière fois. On va ouvrir donc notre outil Bruno.
Voilà. Ici, on va se tenter un petit login pour voir ce que ça donne. Alors oui, j'ai pas lancé mon projet, donc il risque pas de se passer grand chose. Donc là, je vais faire un petit coup de npm run dev pour lancer mon projet. Je retente. Voilà, donc là, on voit bien qu'on obtient un fameux token, notre fameux token OAT. Alors ça, hein, vous ne pouvez pas le décoder sur jwt.io parce qu'il s'agit d'un token OAT exclusivement, d'accord? Et pas, là, ici, dans notre cas, on ne parle absolument pas de token JWT. Le backend vous renvoie un token, donc une espèce de clé qui vous dit « Ok, vous êtes authentifié ». Et maintenant, vous allez utiliser cette clé pour pouvoir vous authentifier au back-end. Hein, c'est vraiment le but. Donc là, vous allez dans voir mon profil. Alors, si vous mettez ici donc, dans votre hôte, au niveau de votre projet, ce fameux token et que vous cliquez sur voir mon profil, vous avez bien accès ici aux données. Et donc, si je tente de me rajouter, alors ici, cette route-là, elle n'est pas nécessaire du tout. Si je me rajoute une nouvelle requête ici pour se déconnecter, donc là, on va se mettre tout simplement, alors je vais vérifier ce que j'ai mis au niveau de mon fichier de route. On est sur une route de type delete. Voilà, donc là, on va se mettre en delete. http://localhost 3333/logout, je crois que c'est ce que j'ai mis. Voilà. Je fais donc create. Et donc là, si j'envoie ma requête, j'ai un message de succès avec une 200. Si je raffiche mon profil, on voit que j'ai bien un message d'erreur avec unauthorized access. Et si je regarde donc ici mes données, je n'ai pas de token. Si je reclique sur login, hop, voilà, ici je réactualise. J'ai bien mon token avec mon hash qui ont été générés ici. Alors vous pouvez constater hein, que le hash que j'ai ici, bien évidemment, n'est pas le même que celui que j'ai ici. Hein. C'est normal parce que conformément au schéma, en fait, c'est ça que vous allez stocker. C'est cette information-là, en fait, que vous allez stocker. Ça, vous allez le stocker en base de données. D'accord? Ça va être stocké en base de données, en DB. Et ce token, donc, du coup, que j'ai ici, c'est celui que je vais envoyer au client. Hein. Voilà, celui-là, c'est envoyé au client. Donc, HTTP. Voilà. Donc là, je me log, j'ai un token qui se crée et je récupère donc du coup ici la valeur du token. Là, je l'utilise donc dans les headers HTTP pour visualiser mon profil. Et lorsque je me déconnecte, ici, mon token est automatiquement supprimé de la table, ce qui a pour effet donc du coup d'invalider tout simplement les accès à mon utilisateur. Voilà. La vidéo tient dans moins d'une demi-heure, donc ça c'est plutôt cool. J'espère que du coup cette vidéo vous servira. Maintenant, hein, si vous voulez juste mon avis pour terminer et pour conclure, tout le monde aujourd'hui, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, dans beaucoup de projets, on croit que il y a nécessairement toujours besoin d'un token JWT avec des refresh tokens pour pouvoir gérer la sécurité et les accès à un back-end. En réalité, sachez que cette croyance est totalement fausse. Mon avis personnel serait de dire que finalement, le token OAT est un token qui suffit largement pour 90 voire même plus
des besoins d'une application standard, que ce soit une application mobile ou une application web. Donc, posez-vous la question toujours en fonction du contexte de est-ce que finalement un token OAT ne suffirait pas pour mes besoins, auquel cas, vous voyez que ça fonctionne tout aussi bien et c'est même plus facile à mettre en place. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si jamais mes contenus vous plaisent, que je puisse donc continuer à les diffuser à un maximum de personnes, hein, que ça puisse profiter à des gens qui ont envie tout simplement de découvrir Adonis.js. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si jamais vous avez des questions, des suggestions et autres. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on continuera donc du coup sur plein d'autres sujets. Alors, je pense notamment à tout ce qui est relations, many-to-one, many-to-many. On pourra éventuellement voir pour faire également de la pagination sur nos API. Peut-être voir également pour ajouter des filtres, par exemple, sur des requêtes, etc., etc. Donc, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de la série. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!